Elizabeth Taylor, souvent appelée la plus belle femme du monde. Mais derrière les diamants, les projecteurs et les unes de magazines, qui était-elle vraiment? En 2024, le documentaire Elizabeth Taylor, le Lost Tape, a révélé des enregistrements secrets réalisés entre 1964 et 1965 où elle confie des vérités déchirantes, des violences subies pendant sa grossesse, des fausses couches, une dépendance aux médicaments et même un mari qui a pointé une arme sur elle pendant son sommeil. Elle parlait de jouer deux rôles, celui d'une star glamour pour les caméras et celui d'une femme luttant pour survivre dans l'ombre. J'étais vendue comme un produit, comme de la viande, a-t-elle avoué. Ces confessions bouleversantes nous forcent à regarder au-delà de l'icône pour découvrir une femme dont l'enfance a été volée, dont le corps a été marchandisé, et dont le cœur a été brisé à maintes reprises. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours, de ses débuts précoces à Hollywood à son combat contre l'addiction, en passant par ses amours tumultueux et son héritage humanitaire. Préparez-vous à un voyage émotionnel qui révèle la vérité derrière la légende. Restez avec nous et commençons. Une enfance volée par Hollywood. Elizabeth Taylor est née le 27 février 1932 à Londres, dans une famille d'Américains expatriés. Dès son plus jeune âge, elle semblait destinée à briller. Ses yeux violets, d'une intensité presque surnaturelle, et sa beauté saisissante captivaient tous ceux qui la rencontraient. Mais cette beauté, qui deviendrait sa signature, fut aussi sa cage. À seulement 3 ans, sa mère, Sarah Taylor, une ancienne actrice de théâtre aux résines assouvies, l'inscrivit à des cours de ballet et de théâtre, déterminée à faire de sa fille une star. Elizabeth n'a jamais eu le luxe d'une enfance ordinaire. Ses journées étaient remplies de répétitions, de leçons de diction et d'apparitions publiques orchestrées pour attirer l'attention. En 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale éclatait en Europe, la famille Taylor s'installa en Californie pour échapper au conflit. Ce déménagement marqua un tournant. À 7 ans, Elizabeth était déjà sous les feux des projecteurs, et à 9 ans, elle signa son premier contrat avec Universal Pictures. À 10 ans, elle joua dans There One Born Every Minute, un film mineur, mais qui la fit remarquer. À 12 ans, son rôle dans National Velvet en 1944 la propulsa au rang de vedette mondiale. Le film, qui racontait l'histoire d'une jeune fille passionnée par les chevaux, toucha le cœur du public. Mais pour Elizabeth, ce succès précoce n'était pas une victoire. Je n'étais même pas adolescente, et déjà, des gens que je ne connaissais pas décidaient de ce que je portais, de ce que je pesais, à qui je pouvais parler, confiera-t-elle des années plus tard. Les studios, en particulier MGM, voyaient en elle une poule aux œufs d'or. Mais cette attention avait un prix. Son corps devint un objet de contrôle obsessionnel. Dès l'âge de 11 ans, elle fut soumise à des régimes stricts. Steak au petit déjeuner, pas de pain, pas de dessert. Les médecins du studio, sous prétexte d'optimiser son apparence, lui prescrivait des traitements hormonaux pour ajuster sa croissance et sa silhouette aux exigences des rôles. Chaque détail de son apparence, hors un bouton, une mèche de cheveux, une courbe imparfaite, était scruté comme une crise nationale. Lors des essayages, des hommes adultes mesuraient son corps, ajustaient ses vêtements pour accentuer sa féminité naissante, lui imposant des soutiens-gorge rembourrés ou des corsets pour sculpter une image de perfection. Elizabeth, encore enfant, n'avait aucun contrôle sur ses décisions. Elle n'était pas une personne, mais un produit soigneusement façonné pour le grand écran. Ce contrôle ne se limitait pas à son apparence physique. MGM orchestrissait chaque aspect de sa vie publique. Son image de jeune fille douce et virginale était méticuleusement construite. Lors des interviews, on lui remettait des scripts précisant ce qu'elle devait dire. Ses séances photos étaient chorégraphiées jusqu'au moindre sourire. Même son nom, Elizabeth, fut sujet à débat. Certains cadres voulaient le changer pour quelque chose de plus américain, mais sa mère s'y opposa fermement. Ce combat pour son identité était l'un des rares que Sarah Taylor gagna pour sa fille. Pourtant, même ce triomphe était teinté d'ironie. Elizabeth restait une marionnette dans les mains des studios. Cette marchandisation précoce laissa des cicatrices profondes. Elizabeth n'a jamais appris à poser des limites, à dire non ou à se voir comme autre chose qu'un objet de désir ou de profit. « Je n'ai pas grandi en femme, on m'a jeté dedans », dira-t-elle. Cette absence d'enfance, ce sentiment constant d'être observée et jugée, façonna une femme qui, malgré sa célébrité, se sentit toujours étrangère à elle-même. Hollywood l'avait transformée en icône, mais à quel prix? Dans la prochaine partie, nous explorons comment cette pression s'est intensifiée à l'adolescence et dans ses premières relations amoureuses, marquées par le contrôle et la trahison. Les amours tumultueuses, premier mariage et trahison. À l'adolescence, Elizabeth Taylor était déjà une star mondiale, mais sa vie personnelle était loin des contes de fées qu'Hollywood vendait. Le studio MGM,
qui contrôlait chaque facette de son image, voyait en elle une jeune femme à marier stratégiquement pour renforcer son aura d'ingénu pur. À 18 ans, en 1950, elle épousa Conrad Nicky Hilton Jr., héritier de la chaîne hôtelière Hilton. Ce mariage, plus que romantique, était une manœuvre calculée. Hilton, séduisant et membre de l'élite sociale, correspondait parfaitement à l'image que MGM voulait projeter. Mais derrière les flashs des paparazzis, la réalité était bien plus sombre. Dès les premiers jours, le comportement de Nicky Hilton révéla sa véritable nature. Alcoolique et imprévisible, il disparaissait pendant des heures, rentrait ivre et explosait de colère. Elizabeth, encore naïve et conditionnée à obéir, fut rapidement confrontée à une violence qu'elle n'avait jamais anticipée. Lors d'une dispute particulièrement brutale, alors qu'elle était enceinte, Hilton la frappa violemment au ventre. Peu après, elle fit une fausse couche, un traumatisme qui la hantera longtemps. Il était cruel, confia-t-elle à la journaliste Barbara Walters des années plus tard. Il rentrait saoul, me battait, me traitait de noms horribles. Ce mariage, qui dura seulement 8 mois, se termina par un divorce en 1951, Elizabeth invoquant la cruauté mentale comme motif légal, une formulation qui, à l'époque, était l'une des rares options pour les femmes cherchant à échapper à un mariage abusif. Mais MGM, loin de la soutenir, la punit pour ce scandale potentiel. Craignant que sa réputation ne ternisse l'image soigneusement construite de la star, le studio la relégua à des rôles secondaires dans des films médiocres. Cette trahison institutionnelle renforça chez Elizabeth une vérité amère. L'amour, tout comme sa carrière, était un terrain miné où sa sécurité n'était jamais garantie. Ce premier mariage lui apprit que le pouvoir, mal placé, pouvait être dévastateur et que ceux qui étaient censés la protéger, le studio, son mari, l'industrie, étaient souvent les premiers à la trahir. Après cette expérience, Elizabeth chercha désespérément un amour qui la ferait se sentir en sécurité. En 1952, elle rencontra Michael Wilding, un acteur anglais plus âgé, connu pour son calme et sa douceur. Leur mariage sembla, au début, offrir une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Ils eurent 2 fils, Michael et Christopher, et Elizabeth s'investit dans son rôle de mère. Mais Wilding, bien que gentil, manquait de l'énergie et de la passion nécessaires pour suivre le rythme de la célébrité d'Elizabeth. Leur relation s'effrita sous le poids de leurs différences, et ils divorcèrent en 1957. Ce mariage, bien que moins destructeur que le premier, ne combla pas le vide laissé par une vie de contrôle et d'objectification. Puis vint Mike Todd, un producteur charismatique et audacieux qui changea tout. À 46 ans, Todd était l'antithèse de Hilton, confiant, protecteur et surtout capable de voir Elizabeth comme une personne, pas seulement une star. Mike me faisait sentir que j'étais la plus belle, la plus intelligente, la plus séduisante des femmes, dira-t-elle. Leur mariage en 1957 à Acapulco fut un tourbillon de passion. Todd lui offrit des cadeaux extravagants, un diamant de 29 carats, un cirque entier pour son anniversaire, mais ce qui comptait le plus pour Elizabeth était son amour sincère. Avec lui, elle se sentait humaine, aimée pour qui elle était, et non pour l'image qu'elle projetait. Mais ce bonheur fut de courte durée. En mars 1958, Todd monta à bord de son avion privé, The Lucky Lee's, pour un voyage à New York. Elizabeth, malade, resta à Los Angeles. Cette décision lui sauva la vie. L'avion s'écrasa dans les montagnes du Nouveau-Mexique, tuant tous les passagers. La perte de Todd brisa Elizabeth. Elle s'effondra, hurlant de douleur, incapable d'accepter sa mort. Lors des funérailles, elle s'accrocha au cercueil, refusant de le quitter. « J'étais prête à mourir avec lui », confia-t-elle. À 26 ans, elle était veuve, mère célibataire et plongée dans un chagrin insondable. Ce deuil la conduisit dans les bras d'Eddie Fisher, le meilleur ami de Todd. Fisher, marié à l'actrice Debbie Reynolds, se présenta comme un soutien dans cette période sombre. Mais leur amitié devint une liaison, déclenchant un scandale médiatique. Le public, qui adorait Reynolds, vilipenda Elizabeth, la traitant de briseuse de ménage. « Je n'ai pas volé le mari de Debbie », se défendit-elle. « J'étais en douleur. Eddie est venu à moi. » Ce mariage, contracté en 1959, fut marqué par la culpabilité et l'instabilité. Fisher, jaloux de la célébrité d'Elizabeth et hanté par l'ombre de Todd, devint contrôlant et menaçant. Dans ses enregistrements secrets, Elizabeth révéla qu'il s'asseyait parfois au bord de son lit, un revolver à la main, murmurant des menaces voilées. Ce mariage, comme les précédents, ne lui apporta ni paix ni sécurité. Richard Burton, une passion dévorante. En 1961, sur le tournage de Cléopâtre,
Elizabeth Taylor rencontra Richard Burton, un acteur gallois charismatique et talentueux. Tous deux mariés, elle à Eddie Fisher, lui à Sybil Williams, leur attirance fut immédiate et explosive. En quelques jours, ils entamèrent une liaison passionnée, défiant toutes les conventions. Leur relation fit scandale. Le Vatican la condamna pour vagabondage érotique. Des sénateurs américains menacèrent de lui interdire l'entrée aux États-Unis et la presse les traqua sans relâche. Mais pour Elizabeth, Burton était une drogue. Plus j'avais de lui, plus j'en voulais, confia-t-elle. Burton, de son côté, écrivait dans son journal « Sa beauté, son rire, sa rage. Elle est plus belle que tous les rêves. » Leur mariage en 1964, 10 jours seulement après le divorce d'Elizabeth avec Fisher, fut le début d'une saga qui captiva le monde. Surnommés la royauté d'Hollywood, ils incarnaient le glamour ultime, jet privé, diamants extravagants, dont le célèbre diamant de 69 carats offert par Burton, et une vie de luxe. Mais leur relation était aussi un champ de bataille. Leur amour, intense et passionné, était alimenté par des disputes violentes, des excès d'alcool et une dépendance mutuelle qui les consumait. Elizabeth avoua mélanger whisky et médicaments Demerol, Valium pour supporter l'intensité de leur vie. Lors d'une altercation, elle le frappa au visage avec une main ornée de bagues. Burton, bien qu'il ne ripostât pas, nota dans son journal « Si un homme avait fait ça, je l'aurais tué ». Ils divorcèrent en 1974, mais leur histoire ne s'arrêta pas là. 16 mois plus tard, en 1975, ils se remarièrent sous un arbre au Botswana, champagne à la main. Ce second mariage ne dura que 10 mois. Nous étions comme des allumettes dans une boîte, dira Elizabeth, brûlante, éclatante, mais toujours attirée par la flamme. Même après leur séparation définitive, leur lien resta fort. Quand Burton mourut en 1984, Elizabeth fut dévastée. Elle conserva sa dernière lettre d'amour dans un tiroir, confessant plus tard « C'était l'amour de ma vie ». Cette relation, bien que destructrice, révéla une facette d'Elizabeth rarement vue, une femme prête à tout risquer pour la passion, même au prix de sa stabilité. Mais elle paya cher cet amour. Les excès d'alcool et de médicaments s'intensifièrent et la pression médiatique devint insupportable. Pourtant, même dans ce chaos, Elizabeth continua de briller à l'écran, jouant des rôles emblématiques dans des films comme Où est Afraid of Virginia Woolf, où son alchimie avec Burton crevait l'écran. Leur histoire, à la fois magnifique et tragique, reste l'une des plus grandes romances d'Hollywood, mais elle montre aussi à quel point l'amour peut être à la fois salvateur et destructeur. La bataille contre l'addiction. La dépendance d'Elizabeth Taylor ne commença pas avec les projecteurs, mais elle s'enracina dans une vie marquée par la douleur, la solitude et un sentiment constant d'insécurité. Dès l'adolescence, elle utilisait l'alcool comme une armure pour affronter les soirées mondaines et les interviews. « Je buvais pour avoir du courage, pas pour m'amuser », dira-t-elle. Après la mort de Mike Todd en 1958, son chagrin la poussa vers les médicaments. Les médecins lui prescrivaient des sédatifs pour l'aider à dormir, puis des tranquillisants pour calmer son anxiété. Au fil des années, sa consommation s'intensifia, alimentée par les drames personnels, les mariages tumultueux et la pression incessante d'Hollywood. Pendant ces années avec Richard Burton, Elizabeth mélangeait barbiturique, whisky, Demerol et Valium pour traverser la nuit. Sa tolérance était telle qu'elle pouvait consommer des quantités alarmantes sans perdre sa prestance en public. Cette capacité à fonctionner malgré sa dépendance rendait son problème invisible et donc encore plus dangereux. Dans les années 1980, la situation devint incontrôlable. Entre 1983 et 1988, les dossiers médicaux révèlent qu'elle reçut plus de 1000 prescriptions pour 28 substances différentes, des analgésiques ou narcotiques. « J'étais souvent si sédatée que je ne savais plus dans quelle ville j'étais », confia-t-elle. Son entourage, ses enfants, son frère Howard et son ami Roddy McDowell organisa une intervention en 1983. Après un combat émotionnel, Elizabeth entra au Betty Ford Center, devenant la première grande star à assumer publiquement sa cure de désintoxication. À 51 ans, elle partagea une chambre, fit son lit et participa à des thérapies de groupe, confrontant non seulement sa dépendance, mais aussi les traumatismes de son passé. « L'humilité m'a sauvé la vie », dira-t-elle. En 1988, après une rechute, elle retourna en cure, toujours avec la même transparence. Sa franchise brisa les tabous autour de l'addiction, changeant la perception publique et inspirant d'autres à chercher de l'aide. Reprendre son pouvoir, l'activisme pour le sida. Dans les années 1980, alors que le sida ravageait des communautés entières, Elizabeth Taylor refusa le silence qui entourait cette crise.
La mort de son ami Rock Hudson en 1985, première grande star à succomber à la maladie, la bouleversa. Face à la stigmatisation et à l'inaction du gouvernement, elle agit. Quelqu'un doit faire quelque chose. Puis j'ai compris que j'étais cette personne, déclara-t-elle. Elle cofonda l'American Foundation for AIDS Research, AMFR, mobilisant des millions pour la recherche et les soins. Elizabeth visita des hôpitaux, serra des patients dans ses bras et prit la parole lors de galas et de manifestations. Son activisme, loin d'être symbolique, transforma la lutte contre le sida. Elle récolta plus de 25 millions de dollars pour AMFR et créa sa propre fondation, The Elizabeth Taylor AIDS Foundation, qui continue de financer des services essentiels. Sa ligne de parfums White Diamonds, un succès commercial générant plus de 1,5 milliard de dollars, soutient encore aujourd'hui sa fondation. Par son courage, Elizabeth a changé des vies et redéfini son héritage, passant d'icône glamour à héroïne humanitaire. L'héritage d'une survivante. Elizabeth Taylor est morte le 21 mars 2011 d'une insuffisance cardiaque à Los Angeles à l'âge de 79 ans. Ses 4 enfants étaient à ses côtés. Malgré ces dernières années marquées par la maladie, elle restait vive, riant et portant son rouge à lèvres signature. Ses funérailles, élégantes et privées, reflétaient sa personnalité. Elle demanda même à arriver avec 15 minutes de retard, fidèle à son sens de l'humour. Sa succession, estimée entre 600 millions et 1 milliard de dollars, incluait des bijoux, des œuvres d'art et les revenus de White Diamonds. Mais son véritable héritage va au-delà des chiffres. Elle a survécu à une enfance volée, à des mariages abusifs, à l'addiction et à la pression d'être une icône. Par son activisme, elle a donné une voix aux sans-voix. Les enregistrements de The Lost Tap révèlent une femme complexe, vulnérable, mais résiliente, qui a transformé sa douleur en force. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une star. Elle était une survivante qui a redéfini ce que signifie être une légende. Elizabeth Taylor, icône culturelle et mère. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une star de cinéma ou une militante. Elle était aussi une figure culturelle qui a redéfini la célébrité. Ses rôles dans des films comme Cat on a Hot Roof, 1958, et Who is Afraid of Virginia Woolf, 1966, ont montré une actrice capable de transmettre une intensité émotionnelle rare. Elle incarnait des femmes complexes, souvent en lutte contre les attentes sociales, reflétant sa propre vie. Son style, les robes Dior, les bijoux extravagants, a inspiré des générations de fans et de créateurs. Mais au-delà de l'écran, Elizabeth était une mère dévouée à ses 4 enfants, Michael et Christopher, avec Michael Wilding, Lisa, avec Mike Todd, et Maria, adoptée. Malgré le chaos de sa vie, elle s'efforçait de leur offrir l'amour et la stabilité qu'elle n'avait jamais eue. Ses amitiés, notamment avec Michael Jackson, montraient une femme loyale, prête à défendre ce qu'elle aimait contre les jugements du monde. Son influence continue de résonner, de la mode à la philanthropie, faisant d'elle une icône intemporelle. Hollywood, dans les années 1940, était une machine impitoyable. Le système des studios, dominé par des géants comme MGM, contrôlait chaque aspect de la vie des acteurs. Les contrats étaient des chaînes dorées, les stars étaient payées généreusement, mais perdaient leur liberté. Pour Elizabeth, ce système signifiait une surveillance constante. Les cadres décidaient de ses rôles, de son apparence et même de ses fréquentations. Les jeunes actrices, souvent mineures, étaient particulièrement vulnérables, soumises à des pressions physiques et psychologiques intenses. Elizabeth, avec sa beauté exceptionnelle, devint un symbole de ce système, mais aussi une victime. Sa mère, bien qu'aimante, voyait en elle une extension de ses propres rêves brisés, ajoutant une couche de complexité à leur relation. Ce contexte explique pourquoi Elizabeth, dès l'enfance, n'a jamais eu la chance de se découvrir en dehors des attentes d'Hollywood. Les abus subis par Elizabeth dans son mariage avec Nicky Hilton laissèrent des cicatrices psychologiques profondes. À 18 ans, elle n'avait aucune expérience des relations saines, ayant été élevée pour plaire aux autres. La violence de Hilton, physique et verbale, renforça son sentiment d'impuissance. Avec Wilding, bien que la relation fût moins violente, le manque d'alchimie et la pression de la maternité dans un monde de projecteurs l'isolèrent davantage. Ces expériences précoces l'amenèrent à douter de sa capacité à être aimée pour elle-même, un thème récurrent dans ses relations futures. Chaque trahison renforçait sa méfiance envers l'amour, la poussant à chercher des figures protectrices, souvent au détriment de sa propre autonomie. Cléopâtre, 1963, fut un tournant pour Elizabeth. Le film, avec son budget colossal de 44 millions de dollars, environ 400 millions aujourd'hui, fut le plus coûteux de son époque. Les problèmes de production, combinés au scandale de sa liaison avec Burton, firent d'Elizabeth une cible médiatique. Pourtant,
Ce rôle renforça son statut d'icône. Elle incarna une Cléopâtre à la fois puissante et vulnérable, miroir de sa propre vie. Le public, fasciné par son alchimie avec Burton, voyait en eux un couple mythique, mais cette adoration masquait la réalité de leur relation chaotique. Cléopâtre marqua un sommet dans sa carrière, mais aussi le début d'une période où sa vie privée éclipsa souvent son talent. À l'époque d'Élisabeth, l'addiction était lourdement stigmatisée, surtout pour les femmes. Les stars masculines, comme Frank Sinatra, pouvaient boire sans être jugées, mais une femme dépendante était vue comme un échec moral. Élisabeth, en assumant publiquement sa lutte, brisa ce double standard. Son séjour à Betty Ford en 1983 fut un acte de courage dans une société qui valorisait l'apparence parfaite. Elle affronta non seulement sa dépendance chimique, mais aussi les traumatismes sous-jacents, une enfance contrôlée, des mariages abusifs et la pression d'être une icône. Sa transparence inspira des milliers de femmes à chercher de l'aide, prouvant que même les plus grandes stars pouvaient être humaines. L'activisme d'Élisabeth pour le sida la plaça aux côtés de figures comme le docteur Anthony Fauci et des militants LGBTQ+. Elle rencontra des résistances, notamment de politiciens conservateurs qui rejetaient la cause. Mais elle persévéra, utilisant sa notoriété pour obtenir des audiences au Congrès et convaincre des donateurs réticents. Ses galas à MFAR attiraient des stars comme Madonna et Elton John, amplifiant son message. Sa capacité à transformer sa douleur personnelle en action collective fit d'elle une pionnière, montrant que la célébrité pouvait être un outil de changement social. Les films d'Élisabeth continuent d'influencer le cinéma. Des actrices comme Angelina Jolie ou Scarlett Johansson citent son intensité dramatique comme une inspiration. Son rôle dans Who is Afraid of Virginia Woolf reste une référence pour les performances crues et émotionnelles. Son style glamour a également marqué la mode, avec des créateurs comme Versace s'inspirant de ses looks audacieux. Mais c'est son humanité et sa capacité à surmonter l'adversité tout en restant généreuse qui continue de toucher les nouvelles générations, faisant d'elle une figure intemporelle. Elizabeth Taylor était bien plus que la plus belle femme du monde. Derrière l'image glamour se cachait une femme qui a lutté pour trouver sa place dans un monde qui la voyait comme un produit. Ses confessions dans The Lost Ark nous obligent à reconsidérer son histoire. Une enfance sacrifiée, des amours destructeurs, une bataille contre l'addiction et un courage qui a changé des vies. Elle nous a appris que la beauté véritable réside dans la résilience et l'humanité. Alors, que vous inspire son histoire? Voyez-vous toujours l'icône d'Hollywood ou la femme qui tenait à peine debout derrière le projecteur? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez si son parcours vous a touché et abonnez-vous pour d'autres histoires qui révèlent la vérité derrière les légendes.